Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. Salut mes petits poulets, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Design Café, le premier de la saison 3 et je suis absolument ravi, pour autant de raisons qu'il y a de saisons, de vous retrouver, c'est-à-dire 3. La première étant que vous m'avez manqué, c'est indéniable. La deuxième est que oui, vous avez bien entendu, nous attaquons déjà la saison 3 du podcast Design Café et ça, c'est un pur bonheur que je vous dois absolument. Alors, merci. Et plus particulièrement aujourd'hui, je suis content parce que j'ai le plaisir de partager avec vous un moment d'échange et de discussion que j'ai eu avec Mélanie Voisin, architecte d'intérieur et plus largement designer chez Ivoa, une agence qu'elle a cofondée en 2016 à 2 en métropole et depuis 2 ans, domiciliée ici, chez nous, à La Réunion. Elle et son agence. Mélanie évoque son parcours là-bas puis ici, sa façon de travailler, ses projets, sa relation avec les clients et les entreprises auxquelles elle fait régulièrement appel. On parlera d'aménagement, bien sûr, mais aussi de design produit, son autre activité, parce que oui, Mélanie ne transforme pas uniquement vos intérieurs, elle crée aussi des meubles et des accessoires de déco. Bref, elle se livre sur son métier avec lucidité, confiance, mais aussi et surtout avec passion. Passion qu'elle utilise aussi pour parler de son île. Cette entrevue est en 2 parties, alors je vous invite à les écouter dans l'ordre, ce qui est mieux. Si vous aimez cette émission qui parle de design et de La Réunion, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode et puis évidemment, mettez des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou Spotify parce que je le dis à chaque fois, mais ça m'aide vraiment à me faire connaître, c'est très utile et ça me fait surtout toujours hyper plaisir. C'est parti pour la deuxième partie de l'épisode consacré à Mélanie Voisin de Ivoa. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien dans tes créations et dans ton travail ? Vaste question. Alors, effectivement, le point de départ, c'est vraiment la demande du client, son point de vue, etc. Et souvent, ce qui est le plus difficile, c'est de s'adapter à son style, entre guillemets. Donc, il y en a certains qui aiment, c'est comme les goûts et les couleurs, quoi. Ils sont pas tous, ils aiment pas tous exactement la même chose, donc il faut s'adapter à ça déjà. Et après, moi, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que le travail de la couleur dans les intérieurs, c'est hyper important. Donc souvent, je sais pas trop si ça se remarque dans nos projets, mais c'est vrai qu'on a essayé et j'essaye encore aujourd'hui, de guider les gens vers la couleur. Après, on travaille beaucoup, Ah, c'est bien, tu es pas une fanatique du nude. Alors, j'aime bien, mais j'arrive pas à respecter cette esthétique nude. Je sais pas, c'est pas mon style, quoi. J'aime beaucoup, ce qui se fait, dans cette esthétique-là, mais souvent mes projets, il y a de la couleur. Ouais, voilà. Mais c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Moi, j'aime la couleur aussi. Et J'aime quand il y en tant mieux. a. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Et puis il faut, ça permet de donner du caractère à un espace. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est forme arrondi. J'adore apporter de la rondeur aux espaces. Ça c'est important. Après, ce qui me vient en tête, alors moi j'aime beaucoup ce que fait Dorothée Delay. Je sais pas si tu la connais. Non, mais je vais me renseigner. J'ai travaillé pour elle d'ailleurs à l'époque. J'avais travaillé pour elle quand j'étais étudiante. Et elles étaient 2. Elles se sont séparées aussi. Elles travaillaient avec Daphné Desjeux. D'accord. Et écoute, elles démarraient quand je suis allée dans l'agence, moi. Et j'ai suivi du coup petit à petit leur évolution, chacune de leur côté. Et Dorothée Delay, vraiment, ce qu'elle fait, je trouve ça très beau. Il y a beaucoup de rondeur dans ce qu'elle propose et elle fait du mobilier maintenant. Et voilà, c'est une source d'inspiration. Alors, je fais pas du tout comme elle parce que j'y arrive pas, parce que elle, ce qu'elle fait, c'est particulier et c'est son univers, etc. Mais j'aime beaucoup regarder ce qu'elle fait et m'inspirer de ce qu'elle peut proposer. Ouais. Voilà. Après, je sais pas trop. Je travaille beaucoup avec du plaquage chêne. Ça arrivait très très souvent dans les projets. Ouais. Voilà. Et ce que j'aime bien dans les plaquages naturels, c'est que déjà financièrement, c'est
plus intéressant que du bois massif, hein, même si j'aurais rêvé pouvoir travailler sur du bois massif, mais voilà, on est sur des budgets différents. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'on reste quand même sur un matériau naturel. Alors les plaquages, il peut y avoir du chêne, il peut y avoir toutes les essences possibles, hein, et on peut les teinter. Et ça, je trouve ça stylé. Alors, j'ai pas encore exploré jusqu'au bout ces possibilités-là, mais de teinter avec des huiles, les plaquages naturels, ça peut donner des choses très jolies. Euh, et mon ambition actuelle, c'est d'essayer d'aller dans ce travail-là avec un ébéniste avec qui je travaille et de pouvoir peut-être aller un peu plus loin et proposer des teintes sur des plaquages avec des motifs peut-être. Voilà. Je ne sais pas ce que 2025 va nous réserver. Oui, alors, écoute, ça vient de commencer, donc C'est ça. on a hâte. Alors, question un petit peu organisationnelle. Donc, Mélanie, donc on l'a vu, tu es chef d'entreprise, tu es une femme, tu es maman et architecte d'intérieur. Donc tout ça, ça fait et comme plein d'autres personnes, hein, beaucoup de casquettes. Donc quand tu n'es pas chez les clients ou chez les prestataires, première question déjà, tu travailles de chez toi? Oui, depuis que je suis rentrée sur La Réunion, je travaille de chez moi. Avant, à Bordeaux, j'avais des bureaux, mais ici, voilà, on redémarre de zéro, donc pour l'instant, je suis encore à la maison. D'accord. Et alors justement, quand on est à la fois architecte d'intérieur, une femme, une maman, comment ça se passe concrètement dans l'organisation de tes journées? Je précise que je pose exactement la même question aux hommes, hein. Elle n'a rien de genré cette question. Elle est neutre. C'est quoi la journée type de Mélanie Voisin? Ah bah, ça se réveille tôt avec des enfants parfois malades, comme beaucoup de Tu en parents. as deux, hein? Oui, j'en ai 2, voilà, 2 filles adorables. Écoute, ben, la journée commence d'abord par préparer les enfants, s'occuper des enfants. D'abord, on est dans le rôle d'une maman, on s'occupe d'aller les déposer à l'école, à la crèche. Une fois que les enfants sont en sécurité, dans leurs établissements respectifs, pardon, eh bien, la journée va démarrer. Alors, soit je file direct sur les chantiers, en fonction de la période, si j'ai un chantier en cours. Soit je rentre dans mon bureau et ben, on commence à travailler sur les différents points. Alors, souvent, c'est plein de petites urgences. Enfin, depuis la réunion, Ouais. c'est voilà, c'est vite, faut faire ça, vite, faut rendre ce papier-là, faut faire ci, faut faire ça. Parce que les gens sont très pressés apparemment. Et voilà. Et puis après, bah, une fois que ma journée est terminée. Alors le mieux, c'est quand je me déplace pas trop, parce qu'effectivement, sur la Réunion, on fait beaucoup de voitures assez rapidement. Si on doit aller sur les chantiers, si on doit aller récupérer des matériaux, rencontrer des nouveaux prestataires ou faire des visites pour des nouveaux clients. Ça fait tout de suite beaucoup de déplacements. Et c'est vrai que j'aime pas trop ça, c'est un peu fatigant. Mais voilà, ça dépend des rencontres qu'on fait aussi. Et puis bah après, c'est la sortie de l'école. Donc on remet la casquette de maman. Et puis, et puis voilà. Mais parfois, j'ai pas fini mon travail, donc il arrive que je passe des coups de fil avec les enfants derrière. Oui. Mais bon, ça va. En général, c'est avec mes artisans qui me connaissent et donc eux aussi ils ont des enfants, eux aussi ils ont une vie, donc ça va. On se comprend. Et parfois, quand on est en fin de projet ou en fin de chantier, les journées peuvent finir très tard aussi, j'imagine. Oui, alors j'essaye de pas faire ça. J'ai fait ça avant, mais voilà, c'est pas juste pour mon conjoint voilà, qui n'a pas à subir mon métier, on Oui, va bien dire. sûr. Donc j'essaye d'être le plus présente à la maison. Et puis voilà, c'est très important pour moi d'être présente pour mes enfants. Donc donc souvent je finis ma journée. Voilà, si c'est pas fini, je passe quelques coups de fil, ok, mais je suis pas du genre, je reste disponible, mais je suis vraiment pas du genre à travailler très très tard le soir, sauf si vraiment, vraiment, vraiment il y a un projet très très important. Mais je pense avoir une capacité à travailler assez vite, assez efficacement. Donc voilà, j'arrive à me libérer du temps. Hmm. D'accord. Une petite question qui n'a rien à voir, mais qui me vient là maintenant. Donc, il y a, que ça soit en métropole ou à La Réunion, il y a déjà quelques projets à apporter au crédit
de Ivoa. Est-ce qu'il y en a un, sans forcément donner de précision, hein, mais est-ce qu'il y en a un qui sort du lot pour toi parce qu'il a été particulièrement agréable, parce que le rendu était très satisfaisant ou parce qu'il y avait une affinité particulière avec le client? Est-ce qu'il y a déjà des projets un peu signature ou dont on a envie de faire une signature dans tes réalisations? Oui, tout à fait, oui, oui. Oui. Alors, justement, ça fait partie des projets qu'on a contractés juste avant le Covid. Ceux-là, ils ont été particuliers parce qu'ils ils ont eu des chantiers pendant le Covid. Mmh. Euh, du coup, ça a donné un ton un peu particulier au projet. Et notamment un appartement sur Biarritz, non, pardon, sur Saint-Jean-de-Luz, je dis n'importe quoi, il est à Saint-Jean-de-Luz, sur le port de Saint-Jean-de-Luz. Donc déjà, son emplacement est assez particulier dans un bâtiment qui a 200 ans peut-être, je sais Ouais. pas, mais c'est un très vieux bâtiment. Et alors, il est particulier parce que à la fois, son esthétique et la confiance qu'a eu la maîtrise d'ouvrage envers notre expertise a été vraiment honorable, on va dire. Enfin, ça a été très appréciable d'avoir en face de nous quelqu'un qui s'y connaît en design, qui s'y connaît en, ouais, voilà, en mobilier, en esthétique, voilà, qui avait vraiment un goût précis, enfin voilà, qui s'y connaissait dans ce domaine-là, qui pourtant vient d'un milieu pas du tout design, hein, Mmh. mais voilà, qui a beaucoup de goût pour l'art. Et c'était hyper agréable parce que vraiment le choix des couleurs, en fait, le moindre choix a été une discussion en général passionnante avec elle, avec cette dame. Et puis surtout son appartement, elle le récupérait. C'était un appartement dans lequel elle a grandi quand elle était petite. Et donc il y avait tous ses souvenirs. Euh, il y avait l'aura de sa famille. Il y avait, enfin, vraiment, c'était un lieu puissant pour elle. Et donc, du coup, ça a été un lieu puissant pour nous. Et le résultat, on en est vraiment très fiers. Et voilà, on le trouve très joli cet appartement. On est très content de cette rénovation. Et je dis, c'est un peu ambivalent parce qu'à la fois, c'était super. Et à la fois, le chantier a été compliqué. Ah bah oui, à Le cette dossier période-là, oui. compliqué. Alors, déjà la période. Et puis, en plus, le bâtiment étant ancien, on a eu quelques soucis techniques Mmh. qui ont beaucoup retardé le chantier et qui ont même mis une pause pendant un certain temps. Et ça a été assez stressant. Et aujourd'hui, on en paye un peu les frais parce qu'on a dû faire appel à notre assurance puisque les appartements du dessus ont subi des dégâts suite à notre rénovation. Euh, Parce qu'il faut savoir qu'en fait, un bâtiment ancien, même si ce sont des cloisons, finalement, le bâtiment s'est tellement tassé que tout est un peu porteur. Ouais, d'accord. Donc en fait, la moindre intervention probablement va causer des dégâts. Donc intervenir dans un milieu pareil, en fait, ça a été une très grosse claque pour moi et un très grand apprentissage technique. Et ça a été génial que ce soit avec elle, avec cette propriétaire, cette maîtrise d'ouvrage, parce qu'elle a été d'une compréhension vraiment et d'une patience vraiment très 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 importante pour que voilà pour qu'on puisse l'accompagner au mieux. Et puis aussi, nous aussi, en fait, on découvrait en même temps qu'elle les problèmes techniques. Et du coup, ça a été un chantier un peu particulier, mais qui s'est très bien terminé et pour laquelle la cliente nous écrit encore aujourd'hui. D'ailleurs, elle nous a envoyé un message de bonne année en début d'année là pour voilà, et nous remercier encore du travail qu'on avait fait. Ah bah c'est Et parce génial, qu'elle se c'est sent toujours chouette. très bien dans son appartement. Donc ça, c'est vraiment, ouais, ça c'est une reconnaissance malgré les problèmes qu'il y a eu qui sont assez conséquents. Voilà, ça fait du bien, c'est chouette. Cool. Bon, j'imagine qu'à l'inverse, alors celui-là, on va pas s'étaler du tout dessus et même pas donner de détails, mais est-ce qu'il y en a un, peut-être qu'il y en a pas par contre, hein, que tu préférais oublier? Oui, mais je pense que j'ai déjà même un peu oublié. Oui, oui, un jour on a travaillé pour des investisseurs. C'est un profil un peu particulier et en fait, c'est ça. En gros, on était des petits jeunes. Alors du coup, ils se sont dit ouais, c'est top. Ils sont jeunes designers. On va faire mouche avec des jeunes designers, etc. Parce qu'ils voulaient faire un co-living. Alors ils avaient l'impression d'avoir inventé la vie. Mmh. Donc, voilà. Et et le chantier, c'était compliqué parce qu'en fait, ils voulaient, c'est des investisseurs, quoi. Donc, ils sont très près de leur argent.
Du coup, il fallait tout faire pas cher. Mais il fallait que ce soit très design, quoi. Donc, enfin, dans leurs mots, c'était, on teste cette expression de faire design, mais dans leur À qui le dis-tu? attitude et dans, ouais, voilà, c'est ça, mais ça me fait mal de le dire, tu vois, mais c'est ce qu'ils ont transpiré, quoi. Il fallait que ça fasse design. Alors, du coup, il fallait faire des choses un peu particulières. Bref. Et, voilà. Et donc, ils avaient fait venir, quand je dis des fois je préfère choisir les entrepreneurs, bah là c'est l'exemple parfait. Ils avaient fait venir du Portugal toute une équipe d'agenceurs. Enfin non mais c'était une catastrophe. Ils les avaient logés. Bon et puis il y en avait pas un qui parlait français. Et franchement c'était très compliqué à gérer. Quelle aventure! Ouais c'était un peu l'aventure. Ouais. Et celui-là vraiment voilà j'en suis pas super fière parce que en plus ils ont exploité de pauvres gens. Enfin, je sais pas. Ça, Ouais, moi, ouais. j'étais pas en alignement avec ce chantier-là. Voilà. On comprend pourquoi tu l'as déjà presque oublié. Oui, c'est ça. Mélanie, je t'ai pas posé la question, mais on peut la poser à n'importe quel moment. Tu as toujours voulu faire ce métier? Ou très Euh, tôt, en tout cas? oui, assez tôt, je pense. Enfin, j'ai eu une phase où je savais pas ce que je voulais faire, qui a duré à peu près 1 an. Et après, oui, quand j'ai commencé en mise à niveau en art appliqué, parce que mon problème, c'est que moi, j'aimais beaucoup les sciences. J'aurais rêvé d'être médecin, travailler dans le milieu médical. J'adore ça. Mais j'ai un petit problème de dyscalculie qui m'a empêchée d'être bonne à l'école en mathématiques, en sciences, etc. Du coup, ça D'accord. m'a un peu bloquée. Et non, et après, une fois que je suis rentrée dans le domaine des arts, j'ai adoré tout de suite le design, l'architecture d'intérieur. Voilà. Je savais déjà, parce qu'en mise à niveau en art appliqué, on nous fait travailler un peu le graphisme, et puis tout la mode, enfin voilà, tous les arts comme ça. Et finalement, non, moi, je me suis très vite orientée vers le design d'espace. Euh, et puis finalement, c'est un peu de famille. Je pense que ma maman travaillait chez un architecte et puis mon papa, que je salue, qui va peut-être écouter, euh, il travaillait dans le bâtiment aussi, enfin dans le bâtiment. Il travaillait à la DDE, donc il concevait pas mal de bâtiments. Et donc, D'accord. voilà, c'est un peu dans les gènes peut-être, je sais pas. Ok. Peut-être, hein, peut-être. C'est pas impossible. Alors aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir que le nombre de décorateurs ou décoratrices et architectes d'intérieur est très important, peut-être même trop important, diraient certains, dont je peux parfois faire partie quand je vois, notamment la façon de travailler des uns ou des autres. Alors, sans forcément prendre en compte la qualité, hein, comme je viens de le faire, des uns et des autres, est-ce que tu fais partie des professionnels qui pensent encore aujourd'hui que c'est une bonne chose que vous soyez nombreux et que finalement il y a de la place pour tout le monde? C'est la phrase que les gens aiment bien prononcer, il y a de la place pour tout le monde, sauf qu'au bout d'un moment, quand même mathématiquement, ça devient difficile. Ou au contraire, tu penses que le marché a atteint un niveau qui nécessite une régulation, voire même un peu de nettoyage, si on est méchant? Alors malheureusement, dans une profession qui est pas réglementée, du coup, je pense que ça peut poser problème. Alors quand on dit qu'on est nombreux, tous ceux qui sont réellement formés à l'architecture d'intérieur et au design, moi j'ai pas de problème parce que chacun, disons, apporte sa patte, son style. On est tous différents, donc ça permet d'avoir une offre pour les maîtrises d'ouvrage plus large et de trouver le prestataire qui correspondra à son goût, on va dire. Oui, oui. Par contre, effectivement, je suis totalement contre tous ces gens qui vont s'installer comme des soi-disant décorateurs. Alors surtout le mot décorateur, il me dérange beaucoup parce que pour moi, un décorateur, c'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance, mais du bout des doigts, du design, de l'histoire de l'art, voilà, de tout ça que moi je n'ai pas. Souvent on me dit que je suis décoratrice, je ne l'ai certainement pas. C'est un vraiment la décoration, c'est un art qui pour moi c'est pas juste mettre un tableau au mur quoi. Enfin voilà, faut mettre les choses, remettre les choses à leur place. Et ça par contre oui effectivement, je suis contre tous ces gens qui se proclament architectes d'intérieur et décorateurs comme si c'était la même chose, euh, et qui n'ont pas de formation spécifique à ça ou qui ont fait un truc en ligne, les fameuses formations en ligne qu'on voit fleurir depuis des années pour être décorateur. Oui. Donc voilà. Non, non, Qu'on doit aussi beaucoup alors déjà à la période Covid, ouais,
Et puis au congé personnel de formation, au crédit personnel de formation auquel on avait droit à partir du moment où on a travaillé tant d'années dans une entreprise, on avait des crédits à utiliser et qui ont beaucoup été utilisés pour ça. Et on proposait une formation de 3 mois et puis on avait un certificat de décoration d'intérieur sans avoir fait d'histoire de l'art, sans être coloriste, sans sans connaître l'histoire du design, etc. Et sans même parfois être curieux même d'apprendre. Moi, c'est mon gros problème. Et quand je vois les réseaux sociaux, quand je vois certains, que ce soit en métropole ou ici, certaines influenceuses là qui font de la déco chez elles et qui se disent, voilà, c'est très bien. Je veux dire, elles décorent leur maison et tout ça, mais en fait, elles donnent des conseils parfois à leurs followers. Qui sont à leur audience. Voilà, mais qui sont mais d'une aberration totale. Je veux dire, si tu fais ça chez toi, très bien, tu fais ce que tu veux, t'es pas accompagné par un professionnel, tu peux te tromper. Et de donner des conseils qui parfois techniquement sont très bons, c'est bancal, quoi. Ça fait un peu mal quand je vois ça. Moi, je suis pas du genre à aller me plaindre, à aller dire ouais, arrête de dire ça, c'est pas vrai, il faut pas faire ça, les gens ils vont faire n'importe quoi chez eux, ils vont avoir des problèmes et tout. Mais au fond de moi, je le pense vraiment très fort. Je me dis, franchement, c'est terrible parce que les gens, ils vont faire confiance à des gens qui sont pas professionnels. Ils ont juste testé un truc chez eux, un nouveau matériau, et voilà. Et puis en fait, non, ça va pas. Faut pas l'appliquer de cette manière. Il faut pas. Ça peut être jusqu'à dangereux même. Tout à fait, ça peut être jusqu'à dangereux. Et ça fait peur, quoi, parce qu'en fait, les gens, ils vont faire confiance à des gens qu'ils connaissent pas juste parce que sur Instagram, ils ont posté une super vidéo que, au final, ça fait joli dans leur jardin ou dans leur maison. Ça fait peur, voilà. Une vidéo qui peut même parfois être sponsorisée par l'entreprise ou l'enseigne qui commercialise le dit produit. Ça aussi. En plus. Alors, j'ai fait tout un épisode fin décembre, là, fin 2024 sur les influenceuses et les influenceurs déco, et qui a eu beaucoup, alors déco en un seul mot, et qui a eu beaucoup de déco en 2 mots. J'ai eu beaucoup de retours. Très intéressant, la plupart très intéressants, avec un avis qui finalement est très partagé. Et j'ai eu la satisfaction de me rendre compte quand même, et ça c'est vraiment cool, que les gens étaient pas si dupes que ça, si aveugles, et que c'est pas forcément parce qu'on suit un compte qu'on adhère, ou qu'on va reproduire, et qu'on n'a pas surtout un esprit critique suffisamment développé pour faire la part des choses entre l'esthétique d'une vidéo et l'efficacité des conseils donnés. Voilà, ça c'est dit. Et contrairement à ce que certains contrairement à ce que certains peuvent penser, l'audience n'est pas toujours dupe. Voilà. Mais par contre, quand l'audience se manifeste, ça j'ai pu le voir aussi, c'est compliqué parce que en fait, on a juste le droit d'aimer et de liker. Par contre, dès qu'on a un avis, on est traité de haters ou d'empêcheurs de tourner en rond. Non, ça c'est le problème des réseaux sociaux. Exactement. C'est pour ça que moi je m'y aventure. Que d'autres professions. Ouais, mais je m'y aventure pas trop moi là-dedans. Je suis pas à l'aise non plus avec ces réseaux là. C'est compliqué. Je comprends. Alors, la question suivante, cette fois-ci, est volontairement genrée, Mélanie, sans être péjorative, mais pour autant, elle est factuelle et elle me semble essentielle. Et tu vas peut-être clarifier la situation, en tout cas en ce qui te concerne. Est-ce que aujourd'hui, on a vu, donc toi, tu crées des chantiers, tu es sur les chantiers, tu mènes des chantiers, tu clôtures des chantiers. Est-ce qu'être une femme et mener des chantiers d'architecture d'intérieur avec des ouvriers ou des artisans qui sont souvent masculins, pas que, mais souvent, est-ce que c'est parfois compliqué ou c'est finalement un non-sujet pour toi? On m'a souvent posé la question. Non, j'ai pas eu de problème. Vraiment, au contraire, j'ai l'impression que ça a été plus simple, la gestion, la relation avec les artisans, avec moi, peut-être qu'avec Alexandre, je sais pas, qui lui pourtant est un garçon et qui mais non, j'ai jamais ressenti cette différence entre féminin, masculin sur un chantier. Alors quand je vois certains artisans qui viennent avec des équipes femmes, c'est arrivé. Et ça, c'est chouette. À chaque fois, je suis contente. Je dis, super, ça fait un peu de filles sur le chantier. C'est cool.
Notamment, j'avais une équipe de carreleurs à Bordeaux avec une femme et c'était top. Elle travaille super bien. Dans les lots peinture aussi, il y a quelques femmes. Et ça, c'est cool, ça fait du bien. Mais non, non, au contraire, beaucoup de bienveillance. D'accord. Ok. Alors, je referme la parenthèse parce que je pose toujours la question parce que la réponse n'est pas toujours la même. Donc, il y a vraiment plusieurs expériences et c'est très bien et tant mieux si pour toi ça se passe bien et c'est souvent d'ailleurs dans la plupart des cas le cas justement ça se passe bien. Moi, j'ai toujours considéré, alors à part tomber sur des énergumènes. Euh, voilà, sur ça, il y en a toujours. Mais en fait, le genre, pour diriger un chantier, le genre ne sert à rien. Ce qui est important, c'est la compétence. Voilà, que vous soyez petit, grand, un homme ou une femme, si vous respirez la compétence, l'autorité, mais l'autorité de compétence, pas l'autorité exigée, il y a a priori pas de raison d'avoir de problème. D'un point de vue on va dire communication, même si c'est communication au sens large. Donc, on vient de voir que les réseaux sociaux, c'était pas trop ton truc, et on a compris pourquoi. Aujourd'hui, quels sont les vecteurs d'apport d'affaires pour Ivoa? Est-ce que tu prospectes encore beaucoup? Est-ce que les gens viennent à toi spontanément? Les clients viennent à toi Oui. spontanément? Alors, j'ai jamais su réellement prospecter. D'accord. Voilà, dès le départ, je travaillais sur un site internet qui est plutôt bien réalisé, bien référencé, et du coup, souvent les gens au départ nous trouvent sur internet, sur Google. Et après, ben c'est du bouche à oreille aussi. D'accord. C'est de relations, de proche en proche. Ok. Et donc ça t'apporte jusqu'à présent un volume d'affaires annuel qui est satisfaisant, qui est suffisant, sans entrer dans les chiffres précis, hein, bien évidemment, mais Ouais. ça intéresse quand même les auditeurs toujours de savoir si ben tu as un volume d'affaires qui te permet déjà d'être occupé toute l'année, Mhm. d'un point de vue purement Mhm. calendaire, Mhm. et puis si ça, selon toi, selon tes critères, c'est suffisant pour vivre de ton métier, Oui. comme tu l'entends. Eh bien, écoute, c'est une question effectivement intéressante. En fait, oui, je suis occupée toute l'année, D'accord. euh, mais je suis jamais sûre d'être vraiment occupée toute l'année. C'est ça la... C'est-à-dire que bah j'ai pas en mois de janvier tous mes projets qui arrivent pour toute l'année, quoi. Et après j'ai un planning rempli. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis en plus souvent il y a des projets qui glissent, qui étaient prévus de durer moins longtemps et qui durent un peu plus longtemps. Donc en fait, je sais pas comment va se passer l'année. Voilà. Mhm. Ça vient pas, j'en sais rien, mais en général, ça vient. Donc je touche du bois pour que ça continue d'avancer comme ça. Et après, suffisant pour en vivre, c'est limite, on va dire. Ouais. Euh, Effectivement, souvent on me dit les architectes d'intérieur, bah ça coûte cher. Parce que bah, il y a des honoraires à régler forcément. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ça fait gagner de l'argent, alors je dirais plutôt ça en fait économiser plutôt que gagner, parce que ils gagnent en temps, parce que on sait les points d'économie possibles, parce qu'on sait gérer le côté financier du chantier. Mais souvent, ça fait peur aux gens en fait le montant qu'on va leur proposer en honoraire. Alors par exemple sur un chantier à 300 000 euros, ben, peut-être qu'on va prendre entre 35 et 40 000 euros d'honoraires. Mhm. Mais c'est 40 000 euros qui vont tomber en 2 ans et demi. Donc, en fait, c'est très étalé. Oui. Voilà. Et puis c'est pas un salaire. Non, c'est pas un salaire. Parce qu'avec ça, il faut qu'on règle les assurances, qu'on paye nos Bien sûr. logiciels, qu'on paye notre matériel, qu'on paye notre foyer éventuellement, qu'on se rémunère, que voilà, tout, voilà, c'est tout un tas de choses et au final, je ne sais pas combien de l'heure je suis, mais je pense qu'il vaut mieux pas que je calcule. Oui, oui, bah oui. Voilà, donc Et- bon, c'est comme ça. Mais après, c'est un métier de passion, hein, souvent. Enfin, je pense que quand on se fait le mythe, ouais, de l'architecte ou de l'architecte d'intérieur qui a une belle maison parce que c'est son métier, parce que voilà, non, en fait, je pense que ceux qui en arrivent là, c'est vraiment des gens qui ont réussi, qui ont, voilà, c'est tous les grands noms de l'architecture, les grands designers, les grands architectes, les grands architectes d'intérieur. Bien sûr, ils ont eu au moins une fois l'opportunité de travailler pour eux-mêmes.
ouais, qui doit être super cool. Moi, j'ai pas encore eu la chance de le faire. Mais voilà, c'est pas tous les architectes d'intérieur qui sont blindés et qui ont une super belle maison. Souvent, on me dit, ah, t'es archi, waouh, putain, tu dois vivre dans une super baraque et tout. Non, je n'ai pas encore le moyen. Pas encore, pas encore. Voilà, c'est ça. Mais Ivoa est jeune quand même sur l'échelle d'une carrière. Oui, Tout oui, peut arriver. bien sûr, tout à fait. Moi, je l'espère. Quel âge a Ivoa, on le rappelle? Eh ben, 9 ans, c'est 9 ans cette année. Ah oui, hein. Mm. Bon, déjà, c'est un signe de bonne santé, déjà. Oui, 9 ans. Quand oui. on a passé la 3e, 4e année, le cap même des 5 ans, Avec le c'est Covid en plus. Ouais. avec le Covid, qu'on a survécu à cette période. Oui. Je trouve que c'est pas mal. Félicitations. Merci. C'est vraiment chouette. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur notre belle île de la Réunion. Aujourd'hui, comme tu es rentré depuis presque 2 ans, où est-ce qu'on peut tomber sur une de tes réalisations? Alors publiques, hein, bien sûr, parce qu'on va pas aller chez les gens, Non, bah oui. à moins de devenir leur ami, mais Voilà, c'est ça. on va garder leur identité secrète Oui. c'est pas public, Non. mais un endroit public où on pourrait voir ton travail. Eh bien, écoute, je viens de livrer une école de danse à Beau Séjour, qui s'appelle Donc sur la commune de Sainte-Marie, exactement, dans le nord de l'île. Ouais. exactement, qui est sur l'avenue du Beau Pays, et qui s'appelle EIOA. Donc c'est voilà une école de danse avec 2 belles salles dans un local tout neuf. Qui a tout juste ouvert ses portes il y a la semaine dernière, je crois. Donc, D'accord, c'est tout frais. ouais, Ça a été livré alors. c'est Ça y ça. est, c'est livré. Il y a plus de réserve, il y a rien. Il y a quelques détails à Ouais, voir, d'accord. mais voilà, globalement, c'est terminé. Ça a été un sacré challenge parce que bah là, c'est une école, enfin, c'est un commerce, Ouais, et entre puis une guillemets. école de danse en plus. On s'attend pas toujours à avoir ça dans sa carrière, mais c'est Non, chouette. c'est vrai, c'est chouette. Ouais, ça a été hyper intéressant, hyper intense, parce que ben il y avait des délais très très courts à respecter, même s'il y a eu forcément des retards, hein, ça arrive toujours. Voilà. Et non, c'est chouette. On a pu constituer une bonne équipe d'artisans pour ce chantier. Voilà, ça s'est bien déroulé dans la globalité et le résultat est super. La maîtrise d'ouvrage est contente de pouvoir enfin utiliser ces locaux. Du coup, c'est chouette. Je suis contente de voir ça. Je devrais bientôt aller voir un des cours de danse le soir parce que j'ai pas encore vu le local le soir avec tous les éclairages. Donc voilà, j'ai hâte D'accord. de venir voir tout ça. Ah bah c'est cool. À l'occasion, si j'ai le droit, j'irai voir aussi. Ah bah tu verras parce qu'en plus il y a des grandes baies vitrées. Et Oui, du coup oui. tu peux voir à travers, tu peux voir toutes les salles. Si Ah, tu fais le génial. tour, tout est visible sans même rentrer. Donc voilà. Génial. J'irai prendre quelques photos et je les publierai sur Instagram. Bah pourquoi pas si tu veux. Si tu veux. Alors, dans chacune de tes réalisations, donc où qu'elles aient été faites, hein, d'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Quels sont les aspects de ton travail ou de tes projets sur lesquels tu ne transigeras jamais pour être toujours fier de ta démarche et défendre tes valeurs? Rapidement, mais concrètement. Pour défendre mes valeurs. Oh là là. Eh ben, écoute, alors c'est surtout dans les aménagements, enfin dans la fluidité des lieux. Oui. C'est-à-dire que parfois les gens me disent non, mais j'aimerais bien mettre une porte comme ça ou mettre la cloison là. Et en fait, je leur dis non, c'est pas possible. Là, on va pas circuler, ça va pas être fluide. La lumière va pas passer. Enfin voilà, sur des choses comme ça. Après, sur l'esthétique, je suis pas décoratrice, donc effectivement, je laisse parfois, enfin souvent même les clients choisir pas mal de choses, hormis les couleurs. Où là, quand même, j'aime bien mettre un petit grain de sel parce que je fais attention à ce qu'il n'y ait pas des couleurs atroces sur mes chantiers. Oui. Il y a une Ça, petite concordance quand même. voilà, c'est ça. Et après, vraiment sur le plan, il faut que ça fonctionne. Voilà, je veux surtout pas d'aberration sur la fluidité des lieux. D'accord. Ok, donc l'agencement est quelque chose de très important. Mm. Est-ce que, alors la question a l'air bête, mais elle l'est pas, et je sais pourquoi je la pose. Est-ce que tes réalisations seraient exactement les mêmes si tu œuvrais ailleurs que depuis la Réunion? Ou est-ce que la Réunion a une influence? On parlait tout à l'heure des influences, Mm. a une influence sur ton travail.
et tes inspirations? Alors, Parce que tu disais que tu y avais grandi et que ouais, tu avais été oui. nourri à La Réunion, par La Réunion et à La Réunion. Est-ce que si tu travailles ailleurs, c'est différent ou est-ce qu'elle est toujours là dans un coin de ta tête? Alors même si en travaillant en métropole, j'avais forcément des influences qui venaient de La Réunion. On va dire, je pense que c'est toujours ancré en moi, quoi. Peu importe où je suis. Après, c'est vrai que forcément, quand on est ici, et ben, les espaces sont différents. On a par exemple les Varangues, on a beaucoup une vie qui est entre dedans et dehors ici. Donc en fait, effectivement, l'organisation des lieux se fait différemment ici que dans métropole, ça c'est sûr. Donc oui, l'influence de la Réunion, elle est très présente ici, mais même sur des choses complètement techniques, hein, les ventilateurs, des brasseurs d'air au plafond, les climatisations, les choses. Bah, Mhm. voilà, ça forcément, ça c'est pas du tout la même chose. Et puis surtout en métropole, c'était très différent techniquement aussi, puisqu'on faisait beaucoup d'isolation. Ici, il y en a pas. Enfin, il y en a très peu. Donc oui, oui, la Réunion, c'est quand on crée sur la Réunion, il y a des contraintes qui sont très différentes et forcément les lieux sont imprégnés de la vie ici, ça c'est sûr. Et après, l'inspiration de la Réunion, ben oui, si je peux voir à peu près où tu veux en venir, oui, tout à fait, ça fait partie de moi et notamment dans mes créations d'objets et de mobilier, oui, ça fait partie des inspirations qui m'ont mené à créer des objets, ouais, tout à fait. Mhm. Alors effectivement, transition toute trouvée sur la deuxième activité qui est importante à ton cœur. Je parlais tout à l'heure de corde à ton arc, et là cette année, on en a discuté un petit peu avant. Tu as choisi de mettre un petit coup d'accélérateur, en tout cas de projecteur, pour commencer sur cette partie-là de ta personnalité et de ton travail, parce que jusqu'à présent on a beaucoup parlé de l'architecture intérieure et c'est normal. J'imagine que pour l'instant ça représente quand même une grande partie de ton emploi du temps, pour ne pas dire la majeure partie de ton emploi du temps professionnel. Mais IVOA, ce n'est pas que ça. Alors quand on visite un petit peu ton site internet, on en a déjà eu une idée. Donc c'est le design produit, Oui, le design d'objets, tout hein. à fait. Et j'imagine que tu es tout à fait d'accord pour nous en dire un petit peu davantage. Avec plaisir. Oui, effectivement, cette année, avec bah, cette particularité de me retrouver seule, j'avais très envie d'aller dans des créations beaucoup plus personnelles. Parce que effectivement, quand on est à deux, on travaille différemment que tout seul. Et c'était hyper nourrissant, hein. Enfin voilà, c'était très bien d'être à deux sur les projets. Ça permettait d'évoluer sur voilà, différents aspects. Mais aujourd'hui, par la force des choses, je me retrouve toute seule et finalement, j'en fais une force. Et j'ai très, très envie depuis des années d'aller dans le design produit. Et j'ai pas vraiment le temps parce qu'il y a eu beaucoup de projets de rénovation qui sont enchaînés. Donc voilà, on n'avait pas forcément le temps. Mais j'avais déjà commencé en 2018 avec un luminaire que j'avais nommé Alba, qui lui, en fait, venait d'une inspiration d'un des projets sur lequel on avait eu carte blanche. C'était un appartement assez cossu sur Biarritz qui avait une partie dans des locaux qui appartenaient à Coco Chanel à l'époque. Donc il y avait toute une histoire, voilà. Et en même temps, c'était en bord de mer. Voilà, on avait inventé tout un univers entre un mélange complètement disparate entre Coco Chanel et une crique de plage discrète. Enfin voilà, donc on était parti un peu loin dans les délires et ça avait créé un luminaire que j'avais nommé Alba et qui était lui aussi inspiré ben, du tressage traditionnel réunionnais, donc avec une partie en bois tressé. D'accord. Et à la fois, ça faisait aussi écho au traditionnel tressage qui se fait aussi dans le Pays Basque, puisqu'il y avait euh, on va dire des points communs entre les cultures basques et réunionnaises finalement. Donc, c'était chouette parce que mon associé étant basque, ça permettait de mettre en commun des cultures. C'était intéressant. Et donc j'ai commencé par ça en 2018. Ensuite, j'ai été beaucoup prise par d'autres choses. Voilà, j'ai eu un premier enfant, on a fait plein de projets, etc. Donc j'ai essayé de le mettre en maison d'édition pour pouvoir Oui. le vendre sans avoir à m'occuper. Il y a une maison d'édition qui nous a fait confiance, qui s'appelait Prisme, mais qui n'a pas perduré.
Donc aujourd'hui, ça n'existe plus et donc j'ai récupéré Alba pour moi. Le problème d'Alba, c'est que voilà, il est très beau, il a son esthétique, il a son histoire, etc. Mais financièrement, il n'est pas forcément viable parce qu'il a des techniques trop différentes. Enfin, voilà. Ça, c'est un sujet qui, dans le design, qui est très important et que j'ai découvert avec ce produit-là parce qu'en fait, on a beau créer des choses qui sont magnifiques, etc. Mais là, c'était sur des choses qui étaient très pointues, d'artisanat d'art et du coup, on est sur un produit qui n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, est-ce que le design, c'est ça? En tout cas, ça peut en faire partie. Mais malheureusement, ça fait pas écho à suffisamment de monde. Et puis, voilà, Ouais. il faut Il y a un coût de conception qui est pas en adéquation avec le Voilà, marché c'est ça, c'est ça. ouais, Et auquel il est destiné, alors, quoi. j'espère. Même si moi je l'ai vu, effectivement, il est très beau Merci. et je suis certain qu'il vaut son prix. Je mettrai des photos aussi Ouais, sur Instagram. Puis j'imagine qu'on doit pouvoir le voir cette applique. C'est une applique, hein. oui, Enfin c'est moi je ça. l'ai vu en tant qu'applique, Oui. un luminaire, donc mural. Donc Alba est vraiment très très beau. On le voit sur ton site? On le voit sur mon site, ouais, tout à fait. On le voit sur Ok. mon site. Il a quand même eu une toute petite place, enfin un demi-cercle a eu une toute petite place dans un des projets que j'avais eu à Bordeaux pour un restaurant réunionnais. Donc ça, c'était génial parce que du coup, la partie bois Ah oui, traité, chouette. voilà, avait été placée dans le restaurant. Voilà, après, il plaît à beaucoup de monde. C'est un produit presque d'appel, quoi. Visuellement, il est fort. Et voilà, mais par contre, il faudrait qu'il soit dans un milieu enfin, disons dans une maison d'édition qui peut proposer ce type de prix, quoi. C'est ça le souci. Et comme je ne suis pas encore, on va dire, un grand nom du design, bah, du coup, j'ai Oui. pas eu accès à ça, quoi. Donc voilà. Mais Pour l'instant, il est là. il a quand même le mérite d'avoir été d'abord créé, même si c'est la partie la plus difficile intellectuellement, c'est pas la partie la plus difficile factuellement, économiquement. Mais par contre, il a été édité. Et Oui, là, il y a quand on voit la masse de beaux objets créés, dessinés, mais qui ne franchissent pas l'étape de la planche à dessin ou du visuel oui. 3D, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je me suis jamais fait cette réflexion. Écoute, pour l'instant, les deux exemplaires sont chez moi. Il y en a un qui est affiché, je le vois chaque jour. J'espère qu'un jour il aura un nouvel avenir. Mais je n'en sais rien. En tout cas, c'est le premier qui a été dessiné et qui a été créé. Donc voilà, il a le mérite d'exister. Et aujourd'hui, voilà, ben maintenant j'aimerais bien, j'aime beaucoup ça, la création de mobilier. Et puis finalement, depuis que je suis arrivée sur la Réunion, c'est vrai que il y a eu beaucoup de projets qui ont été dans la technique euh, et il y a eu peu de place vraiment à la création et au design. Oui, c'est ce que tu nous disais tout Ouais. à l'heure, oui. Et donc ça me manquait. Donc ben là, du coup, je rattrape mon retard sur la création. Et, et c'est chouette parce que ça fait du bien de redessiner, de repartir sur des choses où on crée soit de toutes pièces, soit on part d'un projet. Et c'est ce qui s'est passé pour le miroir Bola, qui est le tout premier en fait de cette collection que j'ai envie de lancer en 2025. Oui, je l'ai vu passer celui-là aussi Ouais, récemment. oui, tout à fait. Bah, c'est tout récent parce que c'est que depuis janvier. Enfin, j'ai travaillé l'année dernière dessus, mais je l'ai sorti là en image et je l'ai publié, on va dire, au début d'année. Euh, J'imagine que tu t'es servi de l'expérience Alba ouais, pour peut-être raisonner un coût de production qui va être différent. oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait partie des grandes questions parce que ben, si financièrement c'est pas viable, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc oui, effectivement. Et puis alors, ce qui est chouette, c'est que je travaille avec un ébéniste, pardon, qui s'appelle Bertrand Lissonde, qui est basé sur Sainte-Clotilde. Donc c'est Bliss Menuiserie, son entreprise. Et lui, c'est pareil, il est passionné, donc c'est chouette. On échange beaucoup sur le process de fabrication, et c'est grâce à lui un peu que j'ai réussi à dessiner quelque chose qui puisse être fabriqué de manière économiquement viable. Voilà. Donc le dessin de Et base chez était nous à La facile. Réunion, Oui, tout à fait. cool. Ouais. Alors l'objectif, c'est d'avoir des produits qui soient à 100% designés et produits sur l'île. Parce que j'ai quand même constaté depuis 2 ans qu'il y a une demande euh, de mobilier un peu différent assez présente sur l'île et une offre un peu limitée.
disons qu'on passe de Conforama à des marques de design beaucoup plus grandes et du coup la gamme de prix entre les deux. Alors maintenant il y a la Redoute, maintenant il y a eu des choses nouvelles qui sont arrivées et qui je pense vont faire du bien un peu hein, parce que c'est vrai que quand on cherche à se meubler sur la Réunion, Ah bah c'est un oui. peu Bah dès que compliqué. l'éventail d'offres s'élargit, c'est toujours mieux pour le Voilà, client c'est ça. et puis même pour les commerçants parce que ça crée une émulation, ça crée une concurrence et ça force forcément l'inventivité, la créativité et puis on va pas s'en plaindre de temps en temps, ça a aussi une influence positive sur les prix. Ouais, c'est sûr. Euh, Mais alors le problème entre Positif parce qu'il descend. Non, mais je parlais de l'augmentation de l'offre, hein, oui, bien sûr. euh, de, de, et puis on a le choix parce que tout le monde n'a pas envie de mettre, voilà, voilà, je dis n'importe quoi. Tout le monde n'a pas envie de mettre 2 000 € dans une table basse Non, c'est sûr. parce que par rapport à une échelle de valeur, voilà, on trouve ça indécent. En revanche, c'est une somme qu'on est prêt à mettre pour un fauteuil ou un canapé. Donc voilà, la question, c'est pas tant l'argent qu'on est prêt à dépenser, c'est la raison pour laquelle on veut le dépenser. Moi, j'envisage toujours l'arrivée d'une nouvelle enseigne comme ça, si elle remplit des critères de base qui sont les miens, hein, c'est-à-dire avec des ouvriers qui ont des feuilles de paye, une Ouais, protection voilà. sociale, Voilà. Alors voilà, des choses comme ça. c'est ça, c'est un autre sujet. Et effectivement, on voit beaucoup d'enseignes qui proposent du mobilier, euh, qui même sont à des prix élevés et qui pourtant, voilà, viennent d'endroits où c'est fabriqué de manière pas très morale. Je sais pas si on peut dire ça comme Oui, ça. moral, c'est le mot. Voilà, voilà, Éthique et morale, voilà, c'est ça. voire les deux parfois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, alors je connais pas tous les détails, moi je rentre pas là-dedans, mais je sais très bien que voilà, ce qui est proposé parfois coûte un peu cher et les finitions sont pas forcément à la hauteur du prix, je trouve. Mais le commun des mortels, on va dire, n'a pas l'œil d'un designer et ne peut pas se rendre compte de la finition, de l'assemblage du bois, de voilà des choses comme ça, et qui en fait, quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'on a acheté une commode à 1 000 €, qu'en fait, faite un peu de briques et de broc, Qui est pas quoi. plus solide qu'une commode à 80. Voilà, exactement, Ouais. exactement. Et ça, effectivement, ça pose un problème. Voilà, c'est ça. Enfin, Alors du coup, bon, moi pour dans moi, mon ça pose un idée, oui, problème. non, mais moi aussi, ça me pose problème. Mais effectivement, je peux comprendre que, ben, à un moment donné, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des choses d'extrêmement grande qualité, et c'est pas un problème, hein. Enfin, voilà, on achète ce qu'on peut, ce qu'on veut, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'après, quand on propose un produit, c'est la manière de le présenter en fait qui me pose problème. C'est que, ben, du coup, quand on propose un produit qui est censé être haut de gamme, il faut qu'il soit haut de gamme. Voilà, Oui, oui, c'est tout. bien sûr. Et on va pas, voilà. Donc si la personne elle a décidé de mettre 2 000 € dans une commode, elle a peut-être les moyens, bah, tant mieux pour elle. Et ben il faut qu'elle en ait pour son argent. Enfin voilà, si elle achète une commode et qu'en fait les finitions sont pas à la hauteur et qu'elle s'en rend même pas compte, qu'elle est dupée parce qu'elle a pas la capacité de le voir, on sait rien. Bah, je trouve ça très dommage. Voilà. Après, ben quand on achète un mode télé à 80 €, ben, on sait que ça fait 80 € Oui, parce oui, que ça a été fait comme ça, quoi. C'est tout. Donc voilà, oui, et oui. le design c'est pas que des objets chers. C'est ça qui, ouais, Non, par définition même, c'est pas vraiment voué à ce que ce le soit, hein. au contraire, Les même, gens associent le mot design au mot cherté des produits ouais, et en fait ils confondent souvent le design et le luxe, ouais, ce qui n'a absolument rien à voir. Et après, bon, on pourrait s'attarder sur la définition du luxe mm. en 2025, mais le design, non, le design a même plutôt une vocation à être démocratique, enfin On est d'accord. démocratisé et accessible au plus grand nombre. C'est Ça, ça. les auditeurs de Design Café le savent, en tout cas savent que c'est ce que je pense. Et non, le design n'est pas élitiste. Le C'est ça. design n'est pas élitiste. On peut Bah, avoir des très belles pièces de design à 3 francs 6 sous et ouais, en plus éthique et morale, oui, et des pièces vraiment très chères d'une qualité douteuse oui, et moins éthique et moins morale. c'est ça. Voilà, juste parce qu'il y a un nom derrière, une signature Ouais, ou une couleur à la mode. Enfin, le design, c'est pas ça. Le design, exactement. c'est pas le luxe, c'est pas le cher. Le design, c'est voilà, c'est tout, c'est une philosophie. Le design, c'est une philosophie, Mm. selon moi, de conception, d'esthétique, et de réalisation, de valeur. Enfin, voilà, c'est plein de Oui, choses. Mais c'est pas que l'argent. non, c'est sûr. Je t'ai coupé, pardon. Oui, non, non, mais t'inquiète, mais t'as raison de préciser ça parce que souvent les gens savent pas. Enfin, voilà, c'est une question qui revient souvent. Et moi, dans ma démarche, effectivement, l'erreur entre guillemets que j'ai fait avec Atlas, c'est de pas prendre en considération toute cette partie économique.
parce que du coup j'avais juste envie de créer quelque chose de beau, qui ait du sens et qui vienne de quelque chose avec une histoire, et j'ai pas pris en compte la partie économique. Et du coup je me retrouve avec un objet qui a sa vie, qui a son histoire, mais qui fait un peu un flop, quoi, je dirais, qui ne se vend Pour pas. l'instant, et Pour puis l'instant, c'est le oui. premier. C'est le Oui, voilà, premier. c'est ça. Mais Le c'est deuxième pas sera grave. meilleur et ainsi de suite. Bien Voilà, non, sûr, mais c'est pas grave. c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais moi, ça m'a permis de sortir cette création dont je suis fière, et puis d'apprendre en fait à designer, parce que ça s'apprend aussi. Et donc, le premier de la collection 2025, on va dire, Bola, pardon. Oui, Voilà, je oui. l'ai dessiné en ayant en tête cette partie économique. Mais si tu veux, comme j'aime bien soutenir tout ce qui est plutôt local euh, et artisanal, et qui permet de valoriser le travail des artisans locaux, du coup, effectivement, ça a un certain coût, mais ce coût, disons qu'il n'est pas majoré juste parce que c'est un bel objet. Voilà. C'est le coût de ma création d'abord, euh, et de mon expertise en tant que designer, et de l'expertise de l'ébéniste, des matériaux, euh, voilà, et du temps qui va y passer. Et c'est toujours pareil avec les objets, plus il y a de commandes, moins ça coûtera cher, puisque moins ça prendra de temps à fabriquer, et le process en fait il va se mettre en place. Et quand on en fait un, il coûte cher. Quand on en fait deux, il coûte un peu plus cher. Et quand on en fait trois, Bien quatre, cinq, sûr. six, etc. Et c'est ça aussi la loi de la série, en fait, permet de réduire les coûts. Donc, il faut qu'il y ait des commandes pour pouvoir Ouais. arriver à ça. Alors, tu sais très bien, tu es bien placé en tout cas pour savoir que souvent la création peut être accompagnée et peut être aidée. J'imagine que tu as réfléchi déjà à la question. Comment on peut aider alors j'allais dire Ivoa Création, c'est pas son nom. Comment on peut aider la création d'objets chez Ivoa? Est-ce que tu as mis quelque chose en place dont tu voudrais nous parler? Oui, tout à fait. Alors, pour ce début d'année, j'ai créé une cagnotte sur Ulule, D'accord. pour me permettre de financer le gabarit de fabrication de Bola. Et ce gabarit, en fait, permettra ensuite de fabriquer les miroirs de manière plus rapide et donc moins chère. Ouais. Cette campagne permettra aussi de financer les 2 premiers objets et d'avoir les 2 premières commandes, et de faire un shooting photo de l'objet réalisé pour pouvoir le présenter en vrai, entre guillemets, et pas juste une 3D. Donc ça me permettra de lancer vraiment l'objet, et aussi de le présenter probablement au salon de la maison 2025. Pour le Euh, présenter où, pardon, j'ai pas ouais, entendu. au salon de la maison 2025. D'accord. Donc ça, c'est dans les clous, et vraiment j'aimerais bien que ça se fasse en partenariat avec Bliss Menuiserie, bien sûr, pour pouvoir le présenter. Et si j'y suis, forcément, il y aura Alba, pour ceux qui veulent le voir en vrai. Il y aura Bola, et il y aura aussi un petit tabouret qui a été tout droit inspiré d'Alba, que j'ai appelé Tortis, qui lui aussi est habillé de tressage bois, puisque du coup j'ai lancé Bertrand Lisson, l'ébéniste, sur le tressage de bois. Ça a été son challenge pour D'accord. réussir à le réaliser, et j'en suis très contente. On a trouvé des solutions pour pouvoir le faire, et voilà, j'espère que ça va pouvoir se réaliser. Eh bien, écoute, on aura l'occasion d'en reparler durant le salon de la maison 2025, qui se tiendra, j'imagine, comme tous les ans à la Nordève à Sainte-Clotilde. C'est ça. Voilà. Bon, alors, j'avais pas spécialement prévu d'y aller cette année, mais alors du coup, maintenant, ça me donne envie d'y aller parce que j'y ai passé beaucoup de temps l'année dernière pour y faire un Oui, reportage et une petite analyse critique. mhm. J'irai, cette fois, j'irai en badaud, j'irai en visiteur, ça sera très bien. Pas de micro, rien du tout, et j'irai flâner. Si tu es d'accord, on mettra dans la description de l'épisode le lien pour Ouais, bien sûr. voilà, pour atterrir sur la cagnotte. Donc c'est Ulule, hein, c'est ça? C'est ça, Ulule, ouais. Voilà, on mettra le lien, et tous ceux qui ont envie de soutenir la création tout court et la création locale et artisanale de la Réunion en particulier,
Et puis si ça donne aussi envie à des institutions, des mécènes qui ont envie de faire une belle action en finançant justement cette belle aventure, qui n'hésitent pas. Ils pourront cliquer sur le lien ou rentrer directement en contact avec Mélanie par l'intermédiaire de son site internet, bien évidemment. Alors, Mélanie, maintenant que tu nous as bien parlé de toi, de ton travail, de ton entreprise, je vais te demander, pas de conclure l'épisode, mais de conclure cette partie-là de l'émission, en répondant à la question suivante. Si jamais, pour résumer, quelqu'un qui ne te connaît pas te rencontre et te demande, bon, ça peut être une soirée, ça peut être chez des amis, ce que tu fais dans la vie, et que tu dois lui répondre rapidement, tu lui réponds quoi? Rapidement. Alors, tu as le droit de réfléchir. Hein. En fait, c'est pas rapidement, c'est tu réponds de façon courte, Ouais. sans rentrer dans les détails. Ouais, bien sûr. Bonjour Mélanie, tu fais quoi dans la vie? Tu réponds quoi? Eh ben, souvent, jusqu'à présent, je suis architecte d'intérieur, mais je pense que cette année, je répondrai, je suis designer. Notamment parce que le terme d'architecte d'intérieur, je sais pas si un jour tu as évoqué ça avec dans tes podcasts, mais en France, on est les seuls à utiliser le mot architecte. Hein. Les autres disent Oui. designer. Oui, on entend designer d'espace, voilà. designer d'intérieur. Oui. Ça fait moins la confusion oui, avec. Tout à fait. Bon, bref, c'est exactement, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Mais du coup, effectivement, je pense que je répondrais que je suis designer d'espace et d'objets. Voilà. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis ça change de l'ordinaire. Oui. Ça peut effectivement partir sur une conversation très 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 intéressante. Voilà. Donc Mélanie Voisin, designer. On féminise? Non, on féminise pas. Hein. Je crois pas. Je sais pas. Ouais. Bon, on peut si on veut. Voilà. Hein. On peut si on veut. Surtout à l'oral, à l'écrit. Faudra peut-être réfléchir, mais à l'oral, on peut. À l'écrit, je sais pas ce que ça donne. Ouais, c'est vrai, mais oui. Ça doit être compliqué à écrire. Alors, maintenant, on va passer à la partie de l'émission que les auditeurs aiment aussi beaucoup retrouver. C'est ce que j'appelle les questions en rafale et mélangées. Donc, surtout la partie 1. La partie 1, donc en fait, je te pose des questions rapides, tu réponds de façon courte et je peux réagir. Okay. Voilà. Contrairement à la partie 2, où le principe sera le même. Voilà. Réponse courte, mais là où je ne pourrai pas réagir. Ouais. Tu es prête? Je suis prête. Alors, existe-t-il un type de réalisation, Mélanie, ou de projet sur lequel tu adorerais travailler et pour lequel ce n'est pas encore le cas? Oui, l'hôtellerie. D'accord, ok. Forcément, ça serait sans doute un gros chantier. Hein. Même si c'est un petit hôtel, ça serait un gros chantier. Ok, alors là, t'es pas très sur les réseaux sociaux, mais j'imagine que tu t'intéresses quand même et que tu vois passer des choses. Une tendance déco que tu ne valides pas? La tendance bord de mer. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà, tout ce qui fait rappel au bord de mer, les cailloux, les espèces de... Les étoiles de mer au mur et les filets accrochés. Voilà, des textes écrits au mur, la vie est belle, la mer, des trucs comme ça. D'accord. Ok, c'est noté. Une idée reçue qui t'énerve à propos de ton métier? Qu'on fait exprès de rendre les chantiers plus chers pour gagner plus d'argent. Ok, c'est très précis. Je vois ce que tu veux dire. On en a déjà un petit peu parlé, mais si tu devais en choisir une valeur qui définit le plus ta façon de travailler, que ça soit pour le design d'objets ou pour l'architecture ou le design d'espace. La disponibilité, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, disponibilité et l'optimisme. D'accord. Bah, c'est bien déjà. L'optimisme, c'est important. Alors, j'avais prévu de te poser une question sur les réseaux sociaux. On a déjà eu un petit peu la réponse. En quelques mots à peine, ton rapport aux réseaux sociaux pour conclure sur ce sujet. La peur et le doute. La peur et le doute. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression d'être comme on dit, les boomers, là.
Ouais. Voilà, ça évolue très vite. Je sais pas comment on fait. Je sais pas. Je connais pas bien, donc j'essaye de suivre un peu le rythme, mais c'est difficile. Ouais. Ça n'est pas, ça pourrait être juste pour toi une source d'inspiration visuelle, même pas. C'est pas là que tu vas chercher des exemples. Ok. Alors ça, c'est la dernière question sur laquelle je peux réagir. Après, je devrais me taire à chacune de tes réponses. Ivoa et toi, vous êtes où dans 5 ans? Eh ben, toujours à La Réunion, ça c'est sûr. Mais j'espère avec un peu plus de design produit et des projets de plus en plus liés vraiment à la création que purement à la technique. Ouais. D'accord. Ok. Alors maintenant, des questions également très intéressantes, mais sur lesquelles je ne réagis pas, et pour cause, les auditeurs comprendront et savent déjà pourquoi. Donc on est toujours des questions en rafale et mélangées, alors qui s'éloignent un peu du métier, mais qui peuvent en dire beaucoup sur toi. Alors Mélanie, tu es prête? Je suis prête. Là, ça va aller du tac au tac, Okay. et je ne dis rien. Alors, tiponche, planteur ou rhum arrangé? Planteur. Mon père, il a une recette d'enfer. Entendu, c'est noté. À La Réunion, plutôt sud, nord, est ou ouest? Nord. Nord. Ta couleur préférée? Waouh. Je sais pas. Tu peux ne pas en avoir, hein. J'aime les couleurs. Il y a des couleurs que j'aime pas, mais en général, j'aime les couleurs. Ouais, je n'ai pas de couleur préférée, donc c'est vrai. D'accord. Alors, une couleur que tu n'aimes pas, du coup? Le vert anis. Ok, le vert anis. Alors là, peut-être encore un petit peu plus compliqué comme question. Ton plat préféré? Ah oui. Attention, on est à La Réunion, hein. Ouais. Tu réponds ce que tu veux. Oui, je te mets pas de pression. Mon plat préféré. Écoute, un bon carré poulet au feu de bois avec des lentilles magnifiques. Super. Piment ou pas piment? Un peu piment. Un peu piment. Lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Lève-tôt. Battant des lames ou sommet des montagnes? Ouais. Sommet des montagnes. D'accord. Alors là, tu vois, c'est rigolo que j'avais oublié que j'avais préparé cette question. Ça va te faire rire. Designer, architecte d'intérieur ou les deux? Eh ben, designer, du coup. Ben oui, on a déjà un petit peu répondu. Ouais. Hein. Alors, lors d'un repas entre amis, je vais y arriver, pardon. Repas entre amis, au resto ou à la maison? À la maison. Ok. Comment tu t'évades ou tu te ressources? J'entends par là du travail. Hein. Ouais. Comment tu t'évades du travail et tu te ressources après le travail? Alors, j'aime beaucoup aller dans des hôtels, n'est-ce pas? Oui. Mais vraiment, il y a ce qui me détend bien, ce qui me va bien, c'est d'aller dans un hôtel et pas faire grand-chose. Profiter de cette belle île et des beaux hôtels qu'on a ici. J'aime beaucoup faire ça. Oui, d'accord. Alors, tu as vu, il y en a un tout récent là qui est en train de sortir. On voit à Trois-Bassins, ouais. Ouais. J'y suis pas encore allé. Oui. Mais il faudra que j'y aille. Moi aussi, hein, c'est comme toi, c'est pas tous les jours. Quand les conditions sont réunies, j'irai bien volontiers. Ouais, pareil. Une question que tu aurais aimé que je te pose et à laquelle du coup tu peux répondre maintenant sans que je te la pose. Voilà, je sais pas. Une question genre avec tu me poses. Je sèche. Peut-être qu'il y en a pas. Non, Est-ce que par contre tu peux te rapprocher un peu de ton écran parce que j'ai l'impression que le micro est en fait sur ton écran. Voilà, là c'est bien. Voilà. Non, mais s'il n'y en a pas, écoute, on débriefera après, puis tu me diras s'il y a des choses dont on aurait pu parler, ou sinon on se reverra. Ouais. Non, mais je crois pas. Je pense qu'on a été assez, on a fait bien le tour sur moi et sur mon travail, donc je pense que ça va. C'est bien. Bon, alors justement, et là non plus, je n'ai pas le droit de réagir. Comment s'est passée cette interview, sincèrement? C'est pas un exercice, j'imagine, très fréquent. Non, c'est pas fréquent, non. C'est même la première fois que je fais ça comme ça. Non, écoute, c'était très sympathique. Après, ça fait parler de moi beaucoup pendant beaucoup de temps, donc c'est un peu,
ouais, bizarre. Mais c'est bien. Je suis contente que des gens puissent s'intéresser à Ivoa, à ce que je fais. Ça fait plaisir d'être prise en considération sur le travail que je fais. Donc c'est beau, c'est très agréable. Ah ben tant mieux. Et ben pour conclure là maintenant, parce que c'est important, autant faire un petit peu de com aussi. Hein. Comment les clients peuvent aujourd'hui en 2025 entrer en contact avec toi, que ce soit pour un projet archi, pour découvrir ton univers, tes réalisations, tes créations, ou même t'acheter Alba? Alors oui, écoute, sur mon site internet ivoa.com, il y a toutes les coordonnées nécessaires, il y a mon numéro de téléphone et il y a une page de contact sur laquelle les gens peuvent m'écrire et me poser leurs questions. Voilà, et puis quand on tape Ivoa sur Google, on trouve assez rapidement mes coordonnées. Donc ils n'hésitent pas à m'appeler ou à m'écrire. Souvent, j'aime bien recevoir un mail avec pas mal de détails déjà sur les projets qu'ils ont en tête. Ça me permet en fait d'avoir un premier regard et d'avoir les premiers conseils. Et c'est toujours plus rapide. Voilà, ça me permet d'avoir un peu de temps pour étudier leurs demandes par mail et leur répondre le mieux possible pour mieux les guider. Voilà. Ok. Tu travailles sur toute l'île, sans distinction géographique? Alors, disons que je préfère travailler dans le nord, ouest, est. C'est vrai que pour moi, c'est plus facile de travailler que dans le nord. Parce que voilà, il faut surtout sur le suivi de chantier. Pour les études, il n'y a pas de souci, je peux le faire à distance. Voilà, mais quand je fais un chantier, j'y suis au moins une fois par semaine. Donc les déplacements, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas trop ça. Donc c'est vrai que non, je préfère voilà, j'essaye de limiter au nord, à l'ouest et une partie de l'est, ouais. Donc voilà. Mais après ça dépend évidemment de l'envergure du projet, hein. J'irai pas refuser un hôtel dans le sud. et la boucle est bouclée, ouais. Mélanie. Ah là, c'est super. Bah écoute, en tout cas moi également maintenant je peux de nouveau réagir. Donc je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir pris le temps qu'il fallait pour répondre à mes questions et puis pour parler de toi, de ton métier et de la création du design à La Réunion de façon plus générale. C'était vraiment super. Et puis surtout, moi, merci à toi. Merci à toi surtout. Et moi, dès que je peux prouver avec mes invités que La Réunion est aussi une terre de design, et non pas une terre design, mais une terre de design et de création intense, ça me fait toujours plaisir. Et j'espère que ça continuera longtemps à faire plaisir aux fidèles abonnés de Design Café podcast. Mélanie, je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci sincèrement. Longue vie à Ivoa, ouais. Et bon vent Ivoa. Merci, c'est gentil. Nous, on se retrouve, chers auditeurs, très, très prochainement pour un nouvel épisode. Je vous dis également à très, très bientôt. Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout car vous n'y étiez pas obligé, mais c'est hyper cool. Si vous aimez le design et l'île de La Réunion, alors mettez-moi plein d'étoiles, abonnez-vous, laissez-moi votre avis en commentaire et puis surtout, parlez de l'émission autour de vous pour que la communauté de Design Café grandisse encore et encore. Allez, ciao et à très vite.